Imaginez revenir d'une matinée tranquille, acheter quelques vêtements dans un marché local et rentrer chez vous pour découvrir que tout ce que vous connaissez pourrait basculer. Une personne peut disparaître sans laisser de traces, laissant derrière elle une vie entière de souvenirs, de rires et d'habitudes intimes. Ceci est l'histoire de Tina Satchwell, une femme dynamique et aimée de sa famille ainsi que de ses proches, dont la disparition a plongé une petite ville irlandaise dans le mystère, la peur et l'incompréhension. Mais ce qui commence comme un dimanche ordinaire va révéler une série de secrets et de contradictions qui rendront son histoire totalement inoubliable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous parlons du cas de Tina Satchwell et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, si vous désirez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner juste en dessous, à mettre des commentaires, à mettre un petit boost également. Ça nous aide énormément, donc merci à tous ceux qui nous soutiennent, merci à tous ceux qui nous aident à faire grandir cette chaîne. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette toute nouvelle affaire. Irving Fire Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Tina Satchwell est une femme qui attire immédiatement l'attention. Énergique, charmante et dotée d'un naturel généreux. Derrière cette apparente légèreté se cache un passé plutôt complexe et un amour pour les plaisirs simples de la vie, la mode, les animaux et les moments passés en famille. Mais comme souvent, tout n'est pas toujours ce qu'il semble être dans le monde familial de Tina. Originaire de St Bernard's Place à Fermoy, dans le comté de Cork, elle quitte l'Irlande dans les années 1980 pour Colville, en Angleterre, afin de vivre avec la femme qu'elle croit être sa mère, sa grand-mère Florence. Tout bascule lorsqu'elle se prépare pour sa confirmation et qu'elle a besoin de son certificat de naissance. La découverte, vous vous en doutez, est brutale. Florence n'est pas sa mère. Sa véritable mère biologique est Mary Collins, que Tina a toujours cru être sa sœur. Et pour compliquer encore davantage les choses, Sarah Howard, celle qu'elle pensait être sa nièce, n'est en réalité que sa demi-sœur. Cette révélation secoue évidemment Tina jusqu'au plus profond d'elle-même. Pendant des années, elle réalise qu'on lui a menti, et ces mensonges laissent des cicatrices émotionnelles qui ne disparaîtront jamais totalement. Sa relation avec Sarah devient inégale et fragile. Certaines périodes sont remplies de complicité, presque comme de véritables sœurs, tandis que d'autres sont marquées par le silence et l'éloignement. Sarah confiera plus tard que, au moment de la disparition de Tina, elle ne s'était pas adressé la parole depuis plus de 15 ans. Une relation aussi fracturée que la vérité que Tina avait découvert dans sa jeunesse. C'est à Colville, à l'âge de 17 ans, que Tina rencontre Richard Satchwell. Selon lui, c'est un véritable coup de foudre. Il annonce à son frère qu'il compte l'épouser, et seulement 2 ans plus tard, en octobre 1989, il fait sa demande dans un lieu appelé Mount Pleasant. L'année suivante, pour ses 20 ans, Tina épouse Richard à Oldham. Mais le mariage n'est pas complet. La famille de Richard ne se présente pas. Leur absence témoigne d'une désapprobation dont les raisons exactes restent encore floues aujourd'hui. Au fil des années, Tina et Richard s'installent dans plusieurs maisons à travers le comté de Cork avant de revenir à Fermoy pour un temps. En 2016, ils effectuent ce qui sera leur dernier déménagement, s'installant dans une maison tranquille à Youghale, à environ 40 km de la ville natale de Tina. Ce nouveau départ, bien loin d'être libérateur, s'accompagne de plusieurs frustrations. Tina aurait été profondément attristée de quitter Fermoy. Son univers à Youghale devient restreint, presque cloîtré. Sa sœur Lorraine, qui pour le coup est sa vraie sœur, remarque que Tina semble isolée, comme si Richard la maintenait dans un monde où ils n'existaient que tous les deux. Peu de personnes peuvent témoigner de leur mariage,
puisque peu de personnes les ont vus. Le couple mène une vie recluse, sans véritable cercle social ni amis dans la région. Même Sarah, la demi-sœur de Tina, se montre réticente lorsqu'elle évoque leur relation. Étrange, se contente-t-elle de dire. Richard, pour sa part, qualifie Tina de femme trophée, réduisant ainsi à une image superficielle celle qui était bien plus que ça. Pour ceux qui ont eu la chance de la connaître, Tina laisse une impression qui est durable. Angela Sheehan, une connaissance de Hugh Gale, se rappelle d'une jeune femme toujours élégante, impeccablement habillée, avec des talons, des cheveux soigneusement coiffés, du maquillage et des bijoux. Chaque rencontre avec elle était l'occasion de parler de mode, de rire, de partager plein de moments qui sont légers. Angela se souvient de Tina comme d'une jolie fille, pétillante, agréable mais surtout attachante, qui rendait chaque instant passé à ses côtés plus que mémorable. Tina avait toujours eu un amour profond et presque instinctif pour les animaux. Ses chiens, Heidi et Ruby, faisaient partie intégrante de sa vie, et il était rare de la voir sans eux à ses côtés. Ruby, un petit chihuahua espiègle et affectueux, occupait une place particulière dans son cœur. Le couple l'avait adopté ensemble en 2014, seulement 2 ans après le décès soudain et bouleversant de Tom, le frère bien-aimé de Tina. Cette perte avait évidemment profondément marqué la jeune femme. Elle et Tom étaient incroyablement proches, partageant des souvenirs, des secrets et un lien qui était presque indéfectible. Son décès a évidemment laissé un vide immense et un chagrin difficile à combler. Selon Richard, Ruby est arrivé comme un petit rayon de lumière dans cette période sombre, un compagnon qui était doux et constant, capable d'apporter un peu de réconfort lorsque le monde semblait s'écrouler autour de la jeune femme. Heidi, l'autre chien, appartenait officiellement à Richard. Mais Ruby, Ruby était l'enfant de Tina à tous les niveaux qui comptaient. Elle prenait soin d'elle avec un dévouement maternel, la cajolant, la nourrissant et la protégeant comme si elle était sa propre fille. Alors évidemment, tout le monde nourrit son animal, je le souhaite, en tout cas, tout le monde a envie de les protéger, mais on n'a pas tous le même lien avec nos animaux. On n'a pas tous le même lien avec un animal qu'avec le prochain ou les précédents. Ça dépend évidemment du caractère des animaux que l'on adopte. La maison abritait également un autre animal, Valentine, un perroquet de compagnie qui ajoutait une touche colorée et évidemment très joyeuse à l'atmosphère. Tina aimait ces animaux avec une intensité rare. Alors, quand l'idée qu'elle pourrait disparaître en laissant Heidi, Ruby et Valentine derrière elle a émergé, tous ceux qui la connaissaient, tous sans exception, ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Tina n'aurait jamais abandonné ses compagnons, pas même pour quelques heures, c'était vraiment pour elle, ses enfants. Et puis, est arrivé ce fameux dimanche 19 mars 2017, le jour qui allait donc tout changer. Ce matin-là, Tina a été vue vivante pour la dernière fois par quelqu'un à l'extérieur de sa maison. Elle et Richard avaient passé la matinée à une sorte de brocante à Carrick-to-Hill, à environ 35 km de leur domicile de Hugh Gale, rue Grattan. Les brocantes n'étaient pas simplement une activité de week-end pour eux. Pour Tina, c'était une combinaison parfaite de chasse aux bonnes affaires et de rares opportunités de socialisation, parce que comme dit, des amis, il n'en avait pas beaucoup. Ce jour-là, elle repart d'ailleurs avec une veste noire élégante et une robe qu'elle accroche soigneusement au-dessus d'une porte du salon, comme si elle anticipait avec impatience le moment où elle pourrait les porter. Les personnes qui ont croisé le couple ce matin-là décrivent Tina et Richard comme 2 personnes qui sont calmes, détendues et sans aucun signe de tension ou d'anxiété entre eux. Tout semblait donc parfaitement normal, presque banal, comme un dimanche ordinaire. John Keoghan, un habitué de ces ventes et qui connaissait Tina, se rappelle d'elle avec une certaine chaleur. Ce jour-là, elle avait acheté ce qu'il appelle une belle veste et un parfum coûteux.
Il plaisante même avec elle, en étant taquin. Vous devez rencontrer un homme ce soir. Tina lui répond alors avec un sourire éclatant. J'ai un homme, un seul homme. Elle évoque son mari avec tendresse, avec loyauté, affirmant qu'elle ne toucherait jamais un autre homme que Richard. Ce fut là la dernière fois que quelqu'un à l'extérieur de la maison a vu Tina vivante. Le lendemain matin, soit le lundi 20 mars, Richard raconte que tout a commencé comme une journée normale. Selon lui, il avait donné le petit déjeuner à Tina vers 10h, puis était parti faire des courses à Aldi, à Dungarvan, un trajet aller-retour d'environ 1 heure, avec les courses compris. Il affirme que ce départ était à la demande de Tina. Mais lors de son retour, vers 14h, cette dernière avait disparu sans laisser la moindre trace. Les clés de Tina étaient laissées sur le sol, son téléphone portable reposait sur la table du salon, et plus troublant encore, Heidi et Ruby étaient toujours là, seuls, intacts. Tina ne quittait jamais la maison sans ses chiens. Jamais. Selon Richard, il manquait également 2 valises ainsi qu'une somme importante en espèces, environ 26 000 €, provenant de la vente de leur maison précédente à Vermoy. Cette disparition, qui est inexpliquée, combinée à la présence des chiens et des objets personnels, jetait une ombre de mystère sur l'événement. Évidemment, pourquoi, si elle avait décidé de partir, comme on pourrait le sous-entendre, en ayant des valises ainsi qu'une belle somme d'argent pour pouvoir recommencer une vie, eh bien, pourquoi est-ce qu'elle aurait laissé son téléphone portable? Pourquoi aurait-elle laissé ses animaux derrière elle, alors que c'est tout ce qu'elle avait de plus précieux à ses yeux? En tout cas, ce qui a le plus interpellé les enquêteurs, c'est que Richard n'a pas contacté la Gardaille immédiatement. La Gardaille, vous en doutez, est la police dans leur pays. Il ne les a donc appelés ni le jour même, ni le lendemain, ni même le surlendemain, ce qui est quand même vachement étonnant. Ce n'est que 4 jours plus tard, lors d'un déplacement à Fermoy pour un rendez-vous médical, qu'il prend contact avec la famille de Tina pour demander si quelqu'un l'a vue. Face à la négative de tous ses proches, il se rend enfin à la station Fermoy-Garda pour signaler officiellement la disparition de sa femme, 4 jours plus tard. Richard expliquera aux enquêteurs qu'il n'avait pas été inquiet au début. Il pensait que sa femme avait peut-être décidé d'aller seule à Fermoy, malgré le fait qu'elle ne conduisait pas, ne travaillait pas, et dépendait entièrement de lui pour ses déplacements. Ça semble quand même assez étrange. Il suppose qu'elle avait simplement besoin de quelques jours pour se remettre les idées en place, sans prévenir son mari, évidemment. Mais pour tous ceux qui la connaissaient, cette version semblait évidemment improbable, presque impossible. Tina ne serait jamais partie sans prévenir personne, sans prévenir son mari, jamais laissé ses chiens derrière elle, et certainement pas emporté 26 000 $ en espèces avec 2 valises. Ça ne ressemble en rien à la Tina qu'ils connaissaient tous, qui était joyeuse, attentionnée et attachée à tout ce qui lui était cher. Si jamais elle avait réellement voulu partir quelques jours pour se changer les idées ou une raison qui lui appartient, il n'y a pas de souci, c'est ok, elle aurait prévenu son mari, elle aurait prévenu ses proches et éventuellement, elle aurait pris ses chiens avec elle. Jamais elle serait partie sans ses chiens. Partir sans ses chiens, ce n'est pas du tout du repos, c'est passer un week-end ou peu importe le temps qu'elle veut partir, en totale inquiétude de se dire est-ce que mes animaux sont bien sortis, est-ce qu'ils sont bien nourris, est-ce qu'ils vont bien. Beaucoup de propriétaires d'animaux parmi vous peuvent sûrement en témoigner, et même si elle avait décidé éventuellement de partir sans ses animaux pour X ou Y raison, elle aurait au moins laissé une note à son mari pour qu'il s'occupe correctement d'eux, pour qu'il leur donne la bonne portion de croquettes, et que sais-je, puisque c'est elle qui s'occupait des animaux, bon c'est un peu comme... Pas tous, mais il y a certains papas qui sont incapables de dire les régimes alimentaires de leurs enfants. Donc, s'ils ont du mal avec leurs propres enfants, imaginez avec des animaux. Je ne mets pas tous les hommes dans le même panier, évidemment, j'en suis un également. Mais bon, ce sont malheureusement des anecdotes assez courantes qui arrivent, quand bien même elles sont extrêmement tristes. Donc, elle aurait au moins fait le minimum pour partir en ayant l'esprit tranquille. Mais pas du tout.
Il n'a pas fallu longtemps avant que la Gardaï ne déclenche une enquête à grande échelle sur la disparition de Tina Satchwell. Leur maison et leur voiture ont été soigneusement examinées par des experts médico-légaux. Les recherches sur le terrain ont commencé de manière intensive, avec des équipes parcourant la région et interrogeant quiconque aurait pu avoir le moindre indice. Et pourtant, malgré tous ces efforts, Tina restait introuvable. De l'extérieur, il semblait qu'elle s'était littéralement volatilisée, disparaissant dans l'air comme si personne ne l'avait jamais vue. Mais les enquêteurs commençaient à soupçonner qu'il se passait quelque chose de plus sinistre à l'intérieur de la maison de la rue Grattan. Dès les premières semaines, la recherche de Tina s'est révélée être un labyrinthe de confusion, de contradictions et de questions sans réponse. Chaque témoignage semblait soulever de nouvelles énigmes, chaque piste conduisait à un cul-de-sac. Les mois ont passé et le mystère ne faisait que s'épaissir. Quelques mois après sa dernière apparition, le 7 juin 2017, la Gardaï effectue sa première perquisition complète de la maison Satchwell. Certains observateurs trouvent cette intervention bien trop tardive, surtout si l'on considère toutes les hypothèses possibles. Et si Tina avait été enlevée directement depuis son domicile? Et si cela expliquait pourquoi toutes ses affaires, y compris ses clés et son téléphone, avaient été laissées derrière elle? Jusqu'à 10 officiers passent au peigne fin la maison pendant plus de 12 heures. Ce qu'ils découvrent est bien loin de l'image de la Tina glamour et soignée que beaucoup avaient en tête. La maison, elle est sale, négligée, presque chaotique. Des excréments de chiens jonchent le sol et la cage du perroquet Valentine n'a pas été nettoyée depuis des lustres. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine venant d'une femme qui est connue pour son élégance et son sens du détail. À l'étage, des centaines de vêtements sont suspendus sur des porte-vêtements, certains encore sous plastique, jamais portés. On y voit donc une femme qui chérissait sa garde-robe, mais dont l'espace de vie ne reflétait plus du tout cette obsession pour la beauté et pour l'ordre. Le docteur Edward Connolly, scientifique médico-légal de Forensic Science Ireland, est appelé sur les lieux. Il utilise du luminol, une substance donc capable de révéler la présence de sang et d'autres substances venant du corps humain, même après nettoyage ou effacement des preuves. Il examine minutieusement la maison, chaque recoin, chaque cage d'escalier, chaque étage, chaque partie commune. Mais malgré ce balayage approfondi, aucune trace de sang n'est détectée. Aucun indice concluant, rien qui puisse orienter les enquêteurs vers une conclusion tangible. Les équipes passent ensuite au crible les images de vidéosurveillance dans la région. Mais, encore une fois, il n'y a aucune trace de Tina ni à Youghale, ni dans les gares, ni au port, ni dans les aéroports connus. Son téléphone est resté sur place, ses comptes bancaires n'ont enregistré aucune activité et son statut de protection sociale reste inchangé. Partout où la jeune femme aurait pu aller, Tina ne laisse aucune empreinte numérique, aucune trace qui pourrait guider les enquêteurs. La Gardaï suit évidemment de nombreuses pistes à travers l'Irlande, le Royaume-Uni et même au-delà, mais toutes ces pistes s'avèrent rapidement infructueuses. En juillet 2017, l'affaire prend un tournant étrange. Richard Satchwell déclare avoir aperçu 2 valises ressemblant à celles que Tina aurait laissées derrière elle dans une poubelle de recyclage d'un parking Tesco près de chez eux. Ça déclenche immédiatement une nouvelle enquête médico-légale. Mais en janvier de l'année suivante, ça fait quand même un petit bout, la Gardaï conclut qu'il n'y a aucun lien entre ces valises et la disparition de Tina. Pourtant, le public reste captivé par cette affaire mystérieuse. Quelques semaines après la disparition, Richard fait un appel au public sur le programme Crime Call de RTI, semblant brisé mais surtout désespéré. On le voit alors supplier face caméra. Tina, rentre à la maison. Personne n'est en colère contre toi. Mes bras sont ouverts. Les animaux te manquent. Je ne peux tout simplement pas rester dans l'ignorance. Il révèle également qu'on lui a prescrit des antidépresseurs dans les semaines qui suivent,
mais qu'il choisit de ne pas les prendre, ayant commencé un nouvel emploi comme chauffeur de camion. Sur le plateau, il explique que Tina lui avait un jour dit de ne pas la suivre si jamais elle décidait de partir, et que la disparition des valises, selon lui, renforçait l'idée qu'elle était partie de son plein gré. Mais pour tous ceux qui connaissent Tina, ces explications semblent peu plausibles. Elle n'aurait encore une fois jamais abandonné ses chiens, elle n'aurait jamais laissé de l'argent ou ses affaires derrière elle, et partir ainsi, sans prévenir personne, ne correspond pas à la femme aimante, méticuleuse et loyale qu'il connaissait. La famille de Tina n'a jamais voulu croire à l'histoire de son départ volontaire. Sa tante, Margaret Maher, est même apparue sur Crime Call, insistant avec émotion sur le fait qu'il était tout à fait hors de caractère de Tina de disparaître sans prévenir personne. Elle déclare d'ailleurs ceci. Elle n'était pas du tout une personne qui ferait ça. Toute sa vie, elle n'est jamais allée très loin toute seule. Et si jamais elle devait partir, ce serait pour rejoindre un membre de sa famille, quelqu'un en qui elle avait confiance. Et pourtant, personne n'a entendu un mot. Personne. Le 18 août, la Gardaille, en collaboration avec l'unité d'eau, la garde côtière irlandaise et même l'armée, lance une vaste opération de recherche autour de Youghale, se concentrant en particulier sur le port à marée basse, espérant découvrir le moindre indice. Malgré les efforts acharnés, il n'y a toujours aucune trace de Tina. Les jours, puis les semaines passent et l'angoisse grandit, tandis que le mystère, lui, continue de s'épaissir. Le 30 novembre 2017, ce qui aurait été le 26e anniversaire de mariage de Tina et Richard, ce dernier fait un autre appel au public, les larmes aux yeux, dans plusieurs interviews. Il supplie encore une fois Tina de revenir à la maison, son visage marqué par la douleur et la frustration. Il explique que la vie sans elle est devenue impossible, qu'il ne pouvait pas célébrer Noël dans cette maison vide et qu'aucune fête ne pourrait avoir lieu sans elle. Il évoque également la dépression non diagnostiquée que Tina aurait traversée, mais souligne qu'ils avaient convenu ensemble qu'elle ne prendrait jamais de médicaments pour ça. Bien qu'il n'apporte pas de nouvelles concrètes ni de pistes tangibles, Richard continue à parler aux médias, parfois en avançant même des théories plus que surprenantes. Il suggère que sa femme aurait pu être aidée par un tiers, quelqu'un qui aurait orchestré sa disparition et l'aurait emmenée, peut-être, auprès de sa famille au Royaume-Uni. Il déclare « Je crois qu'il est au Royaume-Uni avec sa famille, assez nombreuse. Nous avions même prévu un peu d'argent pour pouvoir partir ensemble en vacances. » Mais tandis que Richard s'accroche à l'idée d'un départ volontaire, la Gardaille reste sceptique. Derrière les caméras et les déclarations publiques, les enquêteurs continuent de creuser, analysant chaque détail, mais surtout chaque incohérence. Malgré toutes les apparitions médiatiques, les larmes et les théories, les faits restent les mêmes. Aucune trace de Tina. Pas de message d'adieu, aucune observation fiable et une maison qui, malgré son chaos apparent, semble étrangement silencieuse. Au fil des mois, le nom de Tina Satchwell disparaît progressivement des gros titres. Mais pour sa famille et ceux qui la connaissent, le vide laissé par son absence ne se comble pas. Alors que Richard continue à s'exprimer publiquement, de nombreux proches de Tina à Fermoy choisissent le silence, trop brisés pour parler devant les caméras. Ils communiquent néanmoins via une page Facebook créée en mémoire de Tina, clarifiant qu'ils ne croient pas à la version racontée par Richard. Ils écrivent d'ailleurs ceci. « Le mari de Tina pense qu'elle est au Royaume-Uni avec sa famille. Nous avons 2 membres de la famille en Angleterre et elle n'a eu aucun contact avec eux. Nous avons vérifié avec tous ceux que nous connaissons et la Gardaille a également interrogé ces personnes. Nous voulions juste clarifier les choses. » Et il s'avère qu'ils avaient raison. La Gardaille confirme qu'elle a minutieusement passé en revue les images des aéroports ainsi que des ports du ferry en Irlande et au Royaume-Uni dans l'espoir de la repérer. Mais rien, aucun indice qu'elle ait un jour pu quitter le pays. Son passeport est d'ailleurs toujours à la maison, donc si elle n'est pas partie, alors où est-elle allée ? En mars 2018, un mince espoir apparaît. La Gardaille lance une recherche à grande échelle dans Mitchell's Wood, une zone boisée près de Castle Martyr à Cork.
Tout commence après un appel anonyme décrit comme crédible et fiable. L'appelant affirme avoir vu, l'année précédente, une femme blonde ressemblant à Tina entrer dans les bois en compagnie d'une autre personne. Mais le détail le plus troublant, c'est qu'il n'a jamais vu la femme ressortir. Les enquêteurs trouvent alors des fragments de vêtements dans la zone, immédiatement envoyés pour analyse médico-légale. Pendant un temps, tout le monde retient son souffle, espérant un indice définitif. Mais une fois encore, rien. Aucune trace de Tina. Le mystère reste entier et le monde entier continue à se demander qu'est-il arrivé à Tina Satchwell. Le même mois, Richard se rend sur le plateau de Ray Darcy Show sur RTI. Face aux téléspectateurs, il affirme qu'il croit toujours fermement que sa femme reviendra un jour. Il raconte même avoir parlé à un homme qui était sûr à 100% de l'avoir rencontré récemment. Pour la première fois publiquement, il admet que son attente de 4 jours avant de signaler Tina comme disparue a été une grossière erreur. Tout au long de l'émission, il insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec sa disparition. À plusieurs reprises, il propose même de passer un test de détecteur de mensonges pour le prouver. Mais lorsque l'émission lui offre réellement cette opportunité, il fait marche arrière, affirmant qu'il le ferait quand le moment vous semblerait le bon. Bon, pourquoi pas? Contrairement à la famille de Tina, qui se retire dans le silence et la prudence, Richard ne s'éloigne jamais vraiment des médias. Il continue à accorder des interviews, à faire appel publiquement, et même à présenter ses propres théories sur la disparition de Tina. Dans les années qui suivent, il change de travail, passant d'un emploi local à un poste de coursier, tout en affirmant qu'il continue d'acheter des cadeaux d'anniversaire et de Noël pour Tina. Il déclare que c'est mieux que d'abandonner, ajoutant une couche de déchirement et de dévotion apparente à ses déclarations publiques. Pour Lagardaille, la situation reste désespérément bloquée. Pendant 20 mois après la disparition de Tina, ses comptes bancaires ne montrent aucune activité. Son téléphone portable reste éteint et inutilisé et son passeport n'a jamais été touché. Chaque piste se termine par une impasse, chaque espoir semble s'éteindre dans le vide. Puis, en janvier 2021, un mince rayon d'espoir surgit. Des restes squelettiques féminins sont découverts près d'une ligne de chemin de fer à Middleton. La Gardaille envoie immédiatement les fragments pour analyse, laissant, encore une fois, tout le monde renir son souffle. Serait-ce enfin Tina? La réponse tombe rapidement et brutalement. Non. Les restes appartiennent entièrement à une autre femme et l'espoir s'évanouit une nouvelle fois. À ce stade, la frustration elle est palpable. Comment une femme sans voiture, sans passeport, sans antécédent de fuite pourrait-elle disparaître comme ça dans le néant? À l'ère des caméras de surveillance qui sont omniprésentes, des téléphones qui sont traçables et des bases de données d'empreintes digitales, sa disparition reste inexplicable. Et peut-être le plus inquiétant, si Tina était victime d'un acte délibéré, cela signifie que quelqu'un savait exactement ce qui lui était arrivé et s'en est sorti. L'affaire commence évidemment et malheureusement à se refroidir et Lagardaille, tout comme la famille de Tina, ressent une frustration croissante face à l'absence de preuves et de résultats tangibles. Pendant des années, il semble que Tina Satchwell ait simplement disparu sans laisser de traces. Malgré des recherches incessantes, des entretiens répétés et des conseils stratégiques, rien ne rapproche les enquêteurs de la vérité. Mais derrière les apparences, quelque chose change. Selon plusieurs sources proches de l'affaire, si un homme n'avait pas été là, le détective Garda David Kelleher, l'affaire pourrait encore être oubliée sur une étagère recouverte de poussière. Ceux qui le connaissent parlent de sa ténacité, de ce qu'ils décrivent comme un esprit obstiné, presque obsessionnel, qui finit par briser les enquêtes les plus complexes. À un moment où d'autres enquêtes étaient jugées plus prioritaires et où certains supérieurs pensaient que les ressources devraient être concentrées sur des affaires plus solvables, entre guillemets,
l'agent Kelleher reçoit l'ordre explicite de réexaminer le dossier Satchwell. Mais au lieu de laisser ce cas se perdre dans le flux de travail quotidien, il s'y plonge corps et âme. Il installe son quartier général dans une petite station Garda tranquille de l'est de Cork, transformant un bureau modeste en véritable salle d'enquêteur. Il commence à revoir l'affaire sous tous les angles, déclaration par déclaration, photo par photo, chronologie par chronologie. Il dissèque chaque morceau, chaque preuve, chaque mot contradictoire, chaque détail fourni par Richard Satchwell à la Garda. Et petit à petit, il commence à repérer des incohérences, les erreurs et les pistes qui n'ont jamais été explorées. À mesure qu'il creuse, une nouvelle stratégie émerge, méthodique, précise, et la lente mécanique de la vérité commence à se mettre en place. Selon les témoignages rendus au tribunal, il a fallu des mois à David Kelleher pour réexaminer le dossier de Tina Satchwell de manière exhaustive. Mais cet effort minutieux allait finir par payer. Le dossier comprenait tout, des déclarations de témoins, des images de vidéosurveillance, la perquisition initiale de la maison de Tina en 2017, les vérifications de passeports et d'aides sociales, des appels aux médias et même des signalements d'observation. Et quelque part, au milieu de ce labyrinthe d'informations, Kelleher trouve ce que personne n'avait réellement exploité, des données téléphoniques cruciales. C'était l'un des éléments les plus significatifs du dossier, collecté par les enquêteurs originaux, mais jamais correctement analysé. Kelleher, lui, le voit immédiatement pour ce qu'il est. Ces données téléphoniques, croisées avec les images de vidéosurveillance, dessinent un tout nouveau tableau. Richard Satchwell avait affirmé qu'il n'était même pas dans le comté de Cork le matin du 20 mars 2017, le jour où Tina a été vue pour la dernière fois. Et pourtant, les images de vidéosurveillance au bureau du poste de Youghale et de Aldi, le magasin à Dungarvan, associés aux données téléphoniques, prouvent tout le contraire. Richard mentait. Et pourtant, ce qui est quand même étonnant, c'est que dans ce genre d'affaires, que ce soit une disparition ou un meurtre, le partenaire ou les ex-partenaires sont les premiers à être suspectés. Et là, il a fallu quand même plusieurs années pour que, enfin, on s'intéresse à Richard. D'autres signaux inquiétants émergent rapidement. L'examen d'un ordinateur portable révèle des recherches troublantes sur Internet réalisées quelques jours seulement après la disparition de Tina. Des recherches sur des produits chimiques, comme la réaction de la chaux vive avec de l'eau, qui semblent étrangement calculées et suspectes. L'équipe initiale avait relevé ces informations, mais personne n'avait décidé de les approfondir, alors que pourtant, elles veulent quand même dire beaucoup de choses. Puis, il y avait l'argent. Richard avait prétendu que Tina était partie avec 26 000 €, mais un comptable, en examinant leurs finances, ne trouve aucune trace de ce retrait, aucune somme dissimulée, aucun transfert, rien du tout qui puisse corroborer son histoire. Les chiffres ne concordent pas. Lorsque la Gardaille commence à réinterroger les témoins et examiner la maison, un autre détail choquant apparaît. En comparant les photos anciennes et récentes de la maison de la rue Grattan, il remarque un mur de briques récemment construit sous l'escalier. Ce mur n'existait pas en 2017. Alors, interrogé sur le sujet, Richard affirme qu'un constructeur est venu réaliser le travail. Mais lorsqu'il retrouve ce supposé artisan, il nie catégoriquement avoir jamais mis les pieds dans la maison. Un mensonge monumental. En février 2022, la Gardaille est désormais convaincue. Tina Satchwell n'a pas disparu de son plein gré. Les preuves montrent clairement un meurtre, et tous les indices pointent vers une seule personne, Richard Satchwell. En août 2022, l'affaire contre lui est presque prête. La Gardaille a formé ce qu'elle appelle une croyance raisonnable quant à sa culpabilité. Mais les enquêteurs ne se précipitent pas pour autant. Ils veulent la pièce finale du puzzle, des preuves physiques. Parce que malgré tout, c'est quand même plus simple pour accuser quelqu'un que des preuves circonstancielles. Même si ça arrive, preuve en est avec le procès qui est en cours de Cédric Jubilard, où il n'y a que des preuves circonstancielles.
En tout cas, pour revenir à notre pauvre Tina, Lagardaï obtiennent donc un mandat pour entreprendre une action qu'ils n'avaient jamais osé faire depuis toutes ces années, creuser. Des experts médico-légaux venus depuis Dublin, accompagnés de spécialistes du bâtiment et d'équipements de creusement, se rendent à la maison de la rue Grattan. Sous l'escalier, dans une section de béton et de briques mal intégrées au reste de la maison, ils découvrent ce qu'ils redoutaient et espéraient à la fois. Une tombe de fortune. Et à l'intérieur, enveloppé dans du plastique, se trouve le corps de Tina Satchwell. Après plus de 6 ans de disparition, la vérité éclate enfin. L'examen des restes révèle des détails obsédants et glaçants. Malgré le passage du temps, certaines parties de son corps sont préservées. Ses ongles sont encore peints en rose. Son crâne, détaché du corps à cause de la décomposition, conserve néanmoins quelques mèches de cheveux accrochées. Son corps repose dans une robe de chambre lilas pâle à motif Saint-Bernard, fortement salie et déchirée, avec des os qui percent le tissu. Pourtant, des tissus mous restent intacts, selon le pathologiste adjoint de l'État. Son tatouage 20 Pi est encore faiblement visible sur sa poitrine et un petit piercing en forme d'altère est retrouvé dans son nombril. Sous le tissu de la robe de chambre, elle porte un pyjama qui arbore les mots « un lapin même ». Chaque détail, aussi minime soit-il, raconte une histoire glaçante et tragique de ce qui lui est arrivé. Dans la poche gauche de la robe de chambre de Tina, les enquêteurs découvrent un sac à main en or de marque Playboy. À l'intérieur, des fragments d'une vie autrefois normale et profondément personnelle s'y trouvent. Sa carte de service public, ses cartes de fidélité de ses magasins préférés, des petits objets qui racontent sa routine et ses goûts. Tout ça, laissé enfui avec elle pendant les années, témoignant silencieusement de la personne qu'elle était avant que sa vie ne bascule dans l'horreur. Avec cette découverte, Lagardaï passe à l'action. Richard Satchwell est arrêté pour suspicion de meurtre et emmené dans un poste de Cork pour être interrogé. Dans la salle d'interrogatoire, les détectives présentent toutes les preuves accumulées au fil des ans. Mais Richard, cette fois-ci, comparé à toutes ces fois face caméra, il reste silencieux. Il ne coopère pas et pourtant, ce silence en dit long. Le suspect est là et Tina est retrouvée. Après tant d'années de questions sans réponse, l'arrestation semble enfin marquer le début de la clôture de ce cauchemar. Mais la route vers la justice est bien loin d'être simple. Richard maintient d'abord son innocence. Il refuse de commenter, s'en tenant à son histoire initiale. Mais à mesure que les preuves s'accumulent contre lui, les fissures dans son récit deviennent impossibles à ignorer. Finalement, il propose une nouvelle version des événements, tentant, vous en doutez, de minimiser les faits et de se défendre. Selon lui, le matin du 20 mars 2017 commence comme n'importe quel autre matin. Il prépare un petit déjeuner spécial pour Tina, fruits, yaourts, son thé et ses toasts habituels, lorsqu'il entend un bruit étrange, un grattement provenant de l'escalier. Intrigué, il s'approche et affirme y trouver Tina, ciseaux à la main, en train de gratter la plaque de plâtre qu'il venait tout juste d'installer. Il raconte qu'il lui demande calmement « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais selon son récit, c'est à ce moment que tout bascule. Tina se serait soudainement jetée sur lui avec le ciseau, le faisant tomber au sol, puis aurait essayé de le poignarder à la tête. Alors maintenant, il faut rappeler un point qui est crucial. Tina était une petite femme mesurant environ 1,63 m, tandis que Richard était un homme qui était grand, corpulent, d'1,88 m. Pourtant, il n'a jamais pu expliquer pourquoi il n'a pas réussi à se défendre ou à lui retirer le ciseau. Son histoire manque de crédibilité. Richard affirme qu'au cours de la lutte, Tina aurait été maîtrisée grâce à la ceinture de sa propre robe de chambre. Dans sa version, il l'aurait pressée contre son cou et à un moment donné, il aurait coupé la ceinture afin de pouvoir la tenir dans ses bras pour le reste de la nuit. Mais Lagardaï n'y croit pas. Et les preuves, elles sont claires. La ceinture n'avait jamais été coupée, elle restait attachée autour du corps de Tina, sans aucune marque de lutte.
Il raconte ensuite qu'après sa mort, il aurait entrepris un enterrement de fortune qu'il décrit comme tendre et respectueux. Il dit avoir placé avec elle des grappes de tulipes et sa bague de mariage, soigneusement glissée dans la poche de sa robe de chambre. Mais les enquêteurs, encore une fois, ne trouvent rien de tout ça. La bague n'a jamais été là. Richard parle de Tina comme de sa belle rose irlandaise, affirmant qu'il a même cherché dans les supermarchés des roses fraîches pour accompagner son corps. Waouh, quel homme! Comme il n'en a pas trouvé, il a utilisé des tulipes. Il prétend avoir enveloppé Tina dans du plastique noir, non pas pour cacher son corps, insiste-t-il, mais pour garder la saleté d'elle, afin qu'elle reste propre, avant de la déposer doucement dans la tombe lui-même. Chaque détail de ce récit sonne complètement faux, improbable et calculé. Les mensonges, les contradictions et les preuves matérielles montrent que sa version n'est pas du tout crédible. Le voile sur ce crime atroce est enfin levé, mais le récit de Richard laisse un goût amer mais surtout glaçant. Ce qui avait commencé comme la disparition mystérieuse d'une femme aimante et vivante se révèle être le récit d'un meurtre froidement prémédité. Richard Satchwell finit par admettre qu'après la mort de Tina, il a stocké son corps dans un grand congélateur, oui, un vrai congélateur, pendant un certain temps. Et pas n'importe où, il l'a gardé dans sa propre maison, là où elle vivait, là où elle avait partagé tant de souvenirs. Plus tard, il l'a enterré dans la tombe en béton qu'il avait construite aux escaliers. Quant au congélateur, il l'a vendu en ligne, comme un simple objet, sans que personne ne sache jamais ce qu'il avait contenu un jour. Aujourd'hui, quelque part en Irlande, une famille pourrait l'utiliser pour stocker des rôtis du dimanche ou encore des pizzas surgelées, inconsciente de l'horreur qu'il avait abritée. Mais les découvertes les plus troublantes ne s'arrêtent pas là. La gardaille commence à soupçonner que l'attaque contre Tina s'est déroulée dans la salle de bain, impliquant spécifiquement les portes de douche qui sont en verre. Après sa disparition, Richard a entrepris une série de rénovations plutôt suspectes, puisqu'il enlève la douche autonome pour la remplacer par une sorte de placard de rangement et échange la baignoire contre un jacuzzi d'occasion, une décision que personne ne peut vraiment expliquer. Ces modifications éveillent évidemment les soupçons des enquêteurs, surtout lorsqu'ils trouvent des fragments de verre incrustés dans le cuir chevelu et le torse de la pauvre femme. Ils ont conclu que Tina aurait pu être poussée à travers ou contre les portes de la douche, ou que la baignoire elle-même aurait joué un rôle dans ces derniers instants. Un autre morceau de verre brisé est découvert près de l'escalier, mais lorsque les enquêteurs questionnent Richard, il affirme que c'était déjà là depuis qu'ils avaient acheté la maison. Là encore, personne ne le croit. En avril 2025, l'affaire arrive devant le tribunal pénal central de Dublin. Pour la première fois, l'histoire complète de Tina et les mensonges de son mari, Richard, est présentée à un jury. Richard Satchwell reste accroché à sa version des faits. Tout ceci ne serait qu'un accident, un combat qui aurait mal tourné. Il insiste sur le fait qu'il n'a jamais voulu lui faire de mal et met en avant le fait que le pathologiste adjoint de l'État n'a pas pu déterminer la cause officielle du décès. La décomposition avancée a détruit ses organes internes et aucun os, même l'os hyoïde, souvent brisé lors d'un étranglement, n'a été endommagé. Mais même sans cause claire de la mort, le récit de l'homme ne tient pas. La ceinture de la robe, le congélateur, les rénovations suspectes, les mensonges répétés, tous ces éléments forment un puzzle que sa version des faits ne peut expliquer. Et d'ailleurs, si ça avait été réellement un accident, pourquoi ne pas avertir la police ? Pourquoi ne pas avoir appelé les pompiers ? Tout ceci semble complètement illogique. Et le motif ? Eh bien là, pour une fois, il dit la vérité. Richard admet que Tina lui avait confié son désir de partir. Après 28 ans de vie commune, elle lui a dit qu'elle avait gâché sa vie. Dans la nuit du 19 mars, en pleurant dans ses bras, elle lui a déclaré qu'elle en avait fini de cette relation. Selon les officiers, c'est ce moment, ce dernier adieu, qui a déclenché le drame.
Richard, complètement obsédé et dépendant de sa femme, émotionnellement je parle, ne pouvait supporter l'idée qu'elle s'éloigne. Le motif mis en avant par les enquêteurs, il est clair, contrôle et possession. Si Tina ne pouvait pas rester avec lui, c'est bien connu comme phrase dans ce genre de crime, elle ne serait avec personne. Jamais. Et le détail le plus glaçant, eh bien, après l'avoir enterrée sous les escaliers, il a dit aux enquêteurs qu'il l'avait fait pour qu'elle ne soit jamais seule. Pour qu'elle soit toujours avec lui. Pas par amour, mais par obsession. Et c'est ainsi que le contrôle se transforme en meurtre. Au procès, le tribunal entend aussi les voix de ceux qui ont vécu avec l'absence de Tina pendant plus de 7 ans, sa famille. Leurs témoignages dépeignent une image sombre de la vie qu'elle menait à huis clos. Les enquêteurs avaient déjà identifié un schéma plutôt troublant dans le comportement de Richard. Ce n'était pas un accident ou une dispute soudaine, mais un plan qui se construisait depuis des années. En 2016, il a déplacé Tina de Fermoy, où elle avait ses racines, sa famille, ses amis, à Youghale, une ville côtière où elle ne connaissait personne. Selon les policiers, ce geste était calculé par l'homme. L'isolement était stratégique. Elle était coupée de son réseau de soutien dans un environnement où il pouvait bien mieux la contrôler. Même Richard a fini par l'admettre. Tina était malheureuse à Youghale. Elle regrettait sa vie à Fermoy et le déménagement l'avait complètement bouleversée. Mais peut-être que c'était exactement ce qu'il voulait. La sœur de Tina, Lorraine Howard, a pris la parole devant le tribunal, ses mots chargés d'émotion et de tristesse. Elle a décrit comment la Tina, autrefois dynamique, pétillante et sociable, semblait disparaître petit à petit au fil des années. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint de douleur et de nostalgie. Elle a raconté au jury que le monde de sa sœur s'était rétréci progressivement, année après année. Ses amis se faisaient de plus en plus rares, ses visites à la famille devenaient bien moins fréquentes, et son cercle social s'amenuisait jusqu'à finalement presque disparaître. Lorraine a expliqué que c'était comme si Richard avait lentement fermé chaque porte de la vie de Tina, une personne à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui. Pour sa famille, les signes étaient là depuis bien longtemps, mais ils se sentaient impuissants, incapables de savoir comment intervenir. Et maintenant, ils étaient confrontés à l'inimaginable. Écouter l'homme qui avait promis de protéger Tina, détailler froidement, avec un calme terrifiant, comment il l'avait enterrée sous leur escalier. Et malgré l'horreur de ses aveux, il continuait à prétendre que tout ça avait été qu'un accident tragique, un malheureux accident. Et l'audace, là aussi, est bien malheureuse. Après des années de chagrin, d'incertitude et de longues nuits d'espoir ténu, l'espoir que peut-être, juste peut-être, Tina Satchwell pourrait encore être vivante quelque part, la famille a enfin obtenu la conclusion qu'ils attendaient. Le 30 mai 2025, après plus de 9 heures de délibération, réparties sur 4 journées qui devaient être éprouvantes pour les membres du jury, le jury est revenu avec un verdict. Chaque mot a résonné dans la salle d'audience avec un poids écrasant. Il n'y avait aucune hésitation. Richard Satchwell a été reconnu coupable à l'unanimité du meurtre de sa femme, Tina. Dans la salle d'audience, les proches de la femme ont éclaté en sanglots. Le silence pesant qui a suivi semblait capturer non seulement la fin d'un procès, mais aussi la conclusion d'un cauchemar de plus de 7 ans. À l'extérieur du tribunal, la famille s'est rassemblée pour parler aux médias. Leur message était simple, mais porteur de force. Nous avons enfin la justice. Justice pour Tina, la jolie fille, comme il l'appelait, si pleine de vie, si aimée et profondément manquée. Ils insistaient pour que son nom ne soit pas associé uniquement aux horreurs révélées pendant le procès, mais qu'on se souvienne d'elle telle qu'elle était avant, une femme lumineuse, chaleureuse et unique. Après que les restes de Tina aient été restitués à sa famille en 2023,
un choix déchirant mais rempli de sens a été pris. Ils ont décidé de la disperser dans 2 tombes séparées, permettant à Tina de reposer en paix auprès de ceux qu'elle aimait le plus. Une moitié de ses cendres a été déposée chez sa grand-mère bien-aimée, Florence, et l'autre moitié a été posée près de son frère Tom dans un geste symbolique pour la ramener, entre guillemets, à la maison. Et peut-être, dans ce geste simple mais profond, Tina a finalement trouvé la paix qui lui avait été refusée pendant tant d'années. Après tout ce qu'elle avait traversé, après toutes les années de mystère, de peur et de perte, sa famille a pu lui offrir un dernier adieu digne de l'amour et de la vie qu'elle avait toujours méritée. Cette affaire m'a évidemment profondément marqué, puisqu'elle montre à quel point la vie de quelqu'un peut être bouleversée par la manipulation et l'obsession, et combien la vérité peut rester cachée derrière des mensonges pendant des années. Pour moi, c'est aussi un rappel de l'importance de rester attentif aux signes de danger, même dans les relations les plus proches. Alors que la justice a été rendue pour Tina, je ne peux m'empêcher de demander combien d'autres histoires comme la sienne restent encore non résolues, et que feriez-vous si vous deviez protéger quelqu'un que vous aimez d'un danger invisible? Alors, cette affaire tombe entre guillemets à pic, puisque au moment où je vous parle, je ne sais pas encore si Rudy a filmé sa vidéo concernant Delphine Jubilard, puisque on en a parlé et il va refaire une vidéo, et ça ne sera pas la première, il y aura 2, peut-être même 3 parties, puisque le procès est en cours et qu'on souhaite vous en parler. On choisit délibérément de ne pas vous faire au fur et à mesure, puisque on sait que tout le monde n'est pas intéressé par l'affaire Jubilard, donc on préfère faire une vidéo complète. Mais en tout cas, ça me rappelle étrangement cette histoire où eh bien, le mari, pendant des années, est soupçonné, mais il a fallu du temps avant de retrouver le corps. Alors j'espère qu'un jour on retrouvera aussi le corps de Delphine Jubilard, mais je trouve que dans cette affaire déjà il y a plein de choses qui clochent. Je pense que si les enquêteurs avaient entre guillemets un petit peu mieux fait leur travail, qu'on aurait pu bien avant se rendre compte que Richard était le coupable. Déjà dès le départ ils auraient dû le soupçonner, puisque c'est ce que vous êtes censé faire en tant qu'enquêteur. Ils auraient dû très rapidement, dès les premières semaines, s'intéresser de plus près à Richard, regarder un petit peu plus son comportement, sa façon de se comporter, la rétrospective par rapport à leur couple. Très rapidement, ils auraient pu voir que petit à petit, il isolait sa femme et qu'il y avait quelque chose qui clochait dans son comportement. Peut-être que les enquêteurs devraient regarder un petit peu plus de true crime, ça leur permettrait d'être un petit peu plus instinctifs et de résoudre peut-être plus rapidement des enquêtes, puisque j'imagine que je ne suis pas le seul et que beaucoup d'entre vous ont dû se dire en écoutant cette affaire que pourquoi ils n'ont pas pensé plus tôt, pourquoi ils n'ont pas fait le nécessaire plus tôt. Mais bon, après voilà, j'imagine qu'ils ont beaucoup d'affaires à traiter, mais je trouve ça quand même vachement dommage se louper, même si ça n'aurait pas ramené Tina. Son mari aurait de toute façon été en prison, mais au moins, ne serait-ce que pour la famille, c'est quelque chose qui aurait quand même été beaucoup plus simple pour faire le deuil. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas à la place des enquêteurs, mais je trouve qu'ils auraient pu mieux faire leur travail au moment des faits, et on ne peut que remercier l'agent David Kelleher d'avoir réussi à rouvrir ce dossier et à le gérer d'une main de maître. Et ensuite, petit rappel que si vous vous reconnaissez dans ce type de relation, si vous êtes avec quelqu'un qui vous isole petit à petit de vos proches, vous pouvez sortir de cette relation. C'est difficile, je le sais, je sais que c'est dur quand on est en couple avec une personne qui a une emprise sur nous, mais demandez de l'aide à vos proches, à votre famille, à vos amis, même à des collègues de travail si vous êtes proche d'eux. Demandez de l'aide à des associations si vous êtes vraiment isolé au point de n'avoir aucun proche, mais ne restez pas dans ce genre de relation. Et dès les premiers signes, vous devez vous en rendre compte. D'ailleurs, je vous mets à l'écran une espèce de baromètre, si on peut appeler ça comme ça, de l'escalade de la violence dans une relation, et peut-être que ça peut permettre à certaines personnes d'entre vous de vous rendre compte que les relations dans lesquelles vous êtes ne sont pas forcément hyper saines, pas forcément normales, et que il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier parce que ça arrive bien trop souvent, ce genre de crime, et je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible parce que d'une part ça ne devrait pas exister, et d'une autre puisque on se fait quand même assassiner par une personne de confiance, quoi. Donc c'est vraiment terrible. Quand je vois toutes ces affaires de meurtre, je me dis qu'au final on doit plus avoir peur de notre conjoint ou conjointe, même si malheureusement ça reste bien plus souvent des hommes dans ce genre de crime, que d'inconnus dans la rue. Certaines femmes ont plus de chances de se faire assassiner par leur mari que par le toxico du coin qui a besoin de sa dose et qui serait capable d'aller poignarder le premier venu. C'est la seule image qui me vient en tête, désolé.
Mais je trouve ça vraiment terrifiant, c'est terrible. Donc faites attention à vos relations, faites attention à qui vous accordez votre confiance. Et s'il vous plaît, je vous en conjure, mesdames et même messieurs, si vous êtes dans ce genre de relation, barrez-vous. C'est compliqué, oui, mais tout est possible. Vous êtes capable de sortir de ce genre de relation, vous êtes capable de vous relever. N'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas d'être complètement isolé, de ne plus avoir de proches, n'attendez pas le moment où vous donnez toutes les clés en main à cette personne pour vous assassiner, pour pas que vous partiez. Une personne qui cherche à vous contrôler, qui cherche à vous éloigner de vos proches, n'est pas une personne qui vous veut du bien. C'est une personne dont il faut se méfier. Petit rappel, prenez soin de vous, faites attention à vos fréquentations et prenez soin aussi de vos proches. Puisque si vous n'êtes pas concerné, peut-être que vous connaissez des personnes qui le sont, alors prenez soin d'eux. Restez prudent, restez à l'écoute et n'hésitez pas à tendre une main. Il ne faut jamais hésiter à tendre la main à des personnes qu'on aime. Vaut mieux tendre la main et prendre sur soi parfois quelques mois en hébergeant des personnes le temps qu'elles se retournent, plutôt que de s'en vouloir à vie puisque un jour elles se font assassiner. Donc sur cette note très positive, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. N'hésitez pas à nous soutenir encore une fois en mettant un petit boost, un petit commentaire, un like, tout ce que vous voulez, même un petit coucou. N'hésitez pas à commenter une citrouille. Voilà, c'est l'automne et il y en a une très jolie citrouille. N'hésitez pas à commenter citrouille ou emoji citrouille si vous êtes encore là. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle enquête. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.